Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui donne littéralement des sueurs froides aux jeunes parents. Prendre l'avion avec un nourrisson. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour démystifier ce fameux voyage. Le but de notre analyse aujourd'hui est super simple. On va transformer cette boule au ventre du départ en une confiance absolue et on va s'appuyer pour ça sur le guide de sécurité 2026 ultra complet de Securido. Et soyons honnêtes, c'est complètement normal d'appréhender un peu. D'ailleurs, il y a une question qui tourne en boucle dans la tête de tout le monde au moment d'embarquer. Pourquoi est-ce que les bébés pleurent autant au décollage? Cette angoisse autour des pleurs, elle est 100% valide. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions hyper concrètes prouvées par la science et c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors pour notre petit plan de vol, on va passer en revue 5 points cruciaux. On commence par l'âge et les papiers, ensuite on parlera du grand débat entre le siège auto et la ceinture. On verra aussi comment préparer le sac cabine parfait, la technique pour protéger les petites oreilles, et on finira par tout ce qui touche à la santé et au confort en plein vol. Bref, une bonne structure, c'est vraiment la clé pour balayer l'anxiété. Allez, on attaque tout de suite avec notre première étape, l'âge et la paperasse. Avant même de sortir les valises du placard, il y a un truc assez fou à réaliser. C'est le grand écart entre les règles des compagnies aériennes et la réalité médicale. D'un côté, les compagnies acceptent les bébés super tôt, souvent dès 7 jours, ou même 48 heures avec un mot du médecin. Mais de l'autre, les pédiatres sont catégoriques. Ils recommandent d'attendre au minimum 2 à 3 semaines. Et la raison, elle est purement biologique. Une cabine d'avion, c'est un espace hyper confiné. Le système immunitaire des tout-petits est encore en rodage. Leur régulation thermique est très fragile, donc ils sont en première ligne face au virus et aux coups de froid. Et puisqu'on parle de préparation, il faut absolument faire un point sur les documents. Saviez-vous que les oublis administratifs sont une des toutes premières causes de refus d'embarquement? Ce serait quand même dommage de rester bloqué à l'aéroport. Donc il faut impérativement une carte d'identité individuelle, et ça même pour un bébé né il y a quelques jours. Si on sort de l'espace Schengen, c'est passeport individuel obligatoire. Et oui, fini le temps où le bébé était sur le passeport des parents. Ensuite, si un seul des parents voyage, le formulaire CERFA d'autorisation de sortie du territoire est incontournable. Et enfin, on glisse toujours le carnet de santé et un petit certificat médical. Vraiment, c'est le genre de truc à boucler des semaines à l'avance. On passe à la suite avec une question qui divise souvent une fois à bord. Siège auto ou ceinture pour le bébé? Bon, au niveau européen, la règle autorise ce qu'on appelle la ceinture à boucle ou la loop belt. C'est gratuit, ça s'accroche directement à la ceinture de l'adulte et c'est le grand standard pour les bébés qui voyagent sur les genoux. Sauf que, soyons clairs, la protection est super limitée. À l'opposé de ça, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'ESA, recommande fortement d'utiliser un vrai siège auto homologué pour l'aviation. Alors oui, ça implique d'acheter une place assise en plus, mais c'est littéralement la seule garantie d'une protection optimale, surtout si l'avion traverse de grosses turbulences. Et pour vraiment comprendre pourquoi, il suffit de regarder ce chiffre, 200 kilos. C'est énorme, non? En fait, les données aéronautiques nous montrent que, lors d'un impact, même à basse vitesse, un bébé de 10 kg va exercer une force de 200 kg. Avec une telle démultiplication, c'est tout simplement impossible pour un adulte, peu importe sa force, de retenir l'enfant en sécurité dans ses bras. C'est le genre de réalité choc qui remet pas mal de choses en perspective, non? Du coup, il faut aussi qu'on parle du fameux petit berceau qu'on accroche aux cloisons de l'avion. C'est génial pour faire dormir bébé tranquillement pendant la phase de croisière d'un long vol, on est d'accord. Mais attention, ce n'est en aucun cas un dispositif de sécurité. Dès qu'on est en phase de décollage, d'atterrissage ou que ça secoue un peu, le bébé doit absolument retourner dans les bras de l'adulte ou, beaucoup mieux, dans son siège auto homologué. Bien, passons à l'organisation matérielle avec notre troisième point, comment préparer le sac cabine parfait. Là, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Et le chiffre magique à retenir ici, c'est 15. Pour un vol classique de 2 à 8 heures, il y a exactement 15 petits essentiels à faire entrer dans ce sac. L'idée, c'est de pouvoir gérer absolument n'importe quel scénario catastrophe, genre un gros retard, sans jamais avoir besoin de céder à la panique. Alors, dans ces essentiels, voici le top 5 des trucs qu'on a un peu trop souvent tendance à oublier. Règle d'or, on compte une couche par heure de voyage, plus une petite marge de 3 couches de secours. Ensuite, des dosettes de sérum physiologique de moins de 5 ml, qui, rassurez-vous, passent sans problème la sécurité, 2 tétines bien rangées dans un étui propre, des jouets neufs et surtout silencieux pour l'occuper, et la cerise sur le gâteau souvent oubliée, un t-shirt de rechange pour l'adulte. Bah oui, imaginez-vous à 10 000 mètres d'altitude et le biberon se renverse sur vous. Croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie de sentir le lait caillé pendant les 8 prochaines heures. Et ce n'est pas tout. Au-delà des petits accidents, il y a l'air de la cabine. C'est un environnement où le taux d'humidité s'effondre de manière drastique pour tomber entre 10 et 20%. C'est ultra sec. Donc on dégaine la crème hydratante pour protéger la peau hyper fragile du bébé. Et surtout, on n'hésite pas à le faire boire beaucoup plus que d'habitude pour maintenir une excellente hydratation.
On arrive maintenant à notre 4e étape, et c'est souvent la plus redoutée. Protéger les oreilles et éviter les crises de larmes. En fait, tout ça, c'est de la pure mécanique humaine, et ça se passe au niveau de la trompe d'Eustache. C'est ce tout petit canal qui relie l'oreille moyenne à l'arrière de la gorge. Le truc, c'est que chez les nourrissons, ce canal est beaucoup plus étroit et beaucoup plus horizontal que chez nous. Résultat, quand la pression de la cabine change d'un coup, le mécanisme naturel pour équilibrer la pression se fait très mal. Et ça crée une vraie douleur aiguë pour le bébé, une pression impossible à ignorer, très proche de celle d'une grosse otite. C'est pour ça qu'ils pleurent, c'est parce qu'ils ont vraiment mal. Mais pas de panique, on a une parade imparable en 3 petites étapes. D'abord, le timing. Il faut attendre le moment critique, c'est-à-dire l'accélération sur la piste au départ ou environ 20 minutes avant l'atterrissage quand la descente commence. Ensuite, on déclenche le réflexe de déglutition. Pour ça, on propose le sein, un biberon ou une tétine. Et enfin, c'est cette déglutition qui va mécaniquement forcer la trompe d'Eustache à s'ouvrir et à rééquilibrer la pression interne. C'est tout bête, mais c'est d'une efficacité redoutable. Allez, dernière ligne droite, on aborde la santé et le confort général pendant le vol. L'altitude modifie vraiment l'environnement. Il y a moins d'oxygène et la pression change. Du coup, un petit souci de santé peut vite dégénérer en urgence grave. Il y a donc des règles médicales très strictes à suivre. Si le bébé a une otite aiguë ou une fièvre qui dépasse 38,5, c'est simple, on annule le vol. Le risque de perforation du tympan est trop grand et l'enfant est beaucoup trop vulnérable. Pareil pour une infection respiratoire, l'air de la cabine ne fera qu'aggraver sa respiration. Et petite précision importante, si l'enfant a subi une chirurgie il y a moins de 10 jours, il faut absolument un feu vert médical écrit. On ne plaisante pas avec ça. Si on part sur un long courrier, le jet lag, c'est un autre grand défi. Pour amortir le choc, voici une petite stratégie en or. 3 jours avant le départ, on commence à décaler les heures de repas et de sieste de 30 petites minutes. Le jour du vol, on expose le bébé à la lumière naturelle en fonction du fuseau horaire d'arrivée, parce que la lumière, c'est vraiment le bouton reset de notre horloge biologique. Et le lendemain de l'arrivée, on s'accroche à la routine du soir habituelle avec ses objets familiers. Ça va énormément le rassurer. Enfin, un dernier rappel crucial sur le vol en lui-même. Les turbulences, c'est le risque numéro 1 de blessure physique à bord. Donc, quand le petit voyant de la ceinture s'allume, on ne se pose aucune question, on sécurise le bébé à la seconde. Et on ne se lève surtout pas sous prétexte qu'il faut préparer un biberon ou changer une couche. Dans ces moments-là, la sécurité absolue passe bien avant un petit inconfort passager, c'est certain. Ce qui nous amène à une réflexion assez évidente pour terminer. Au final, est-ce que le vrai succès d'un vol avec un bébé ne se joue pas bien avant d'avoir mis un pied à l'aéroport ? Toute cette préparation matérielle et médicale, ce n'est pas juste du confort en plus, c'est vraiment votre meilleure assurance sécurité. Un vol paisible, ce n'est pas une question de chance, c'est de l'anticipation pure. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac cabine en premier pour votre prochain grand départ ? Merci d'avoir suivi cette analyse, on espère que ça a pu vous éclairer.